L'obsolescence programmée est un sujet d'actualité qui est à la fois technique et populaire. En ingénierie, on parle de boîte noire. Un système fonctionne, puis ne marche plus. Alors pourquoi? On ne sait pas, c'est dans la boîte noire. On ne comprend pas ce qui s'y passe. Comme il est fréquent qu'un appareil jeune casse sans raison, on a mis un mot dessus, obsolescence programmée. C'est un mot fourre-tout, et on va essayer de tirer tout ça au clair de manière un peu plus rigoureuse. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'obsolescence? Donc l'obsolescence, il s'agit pour un produit d'être dépassé techniquement. Il peut s'agir des moteurs à vapeur, des lecteurs disquettes, des pièces en francs. Ce que ce n'est pas, c'est un produit cassé. Un produit cassé peut être en plus obsolète, mais pas forcément. Par exemple, si vous cassez un lecteur DVD, qu'il n'est pas obsolète, en le réparant, il peut toujours lire des films actuels. Il est difficile de savoir quand un lecteur de DVD deviendra obsolète. Par exemple, il est toujours produit et se vend toujours des disques vinyles, alors que les cassettes audio-magnétiques, qui étaient plus récentes, ne sont plus produites. La cassette magnétique est obsolète, mais le disque vinyle ne l'est pas. Donc, c'est quoi l'obsolescence programmée? Par la définition qu'on vient de voir, ce sont donc les méthodes d'une entreprise qui font que son produit devient obsolète, donc que son produit devient dépassé. Ça semble un peu bizarre. On va reprendre l'exemple du lecteur DVD. Il faudrait que le constructeur du lecteur programme la disparition des DVD. Et ça pourquoi? Pour que les gens achètent des lecteurs Blu-ray? L'acheteur fait un peu ce qu'il veut, et beaucoup de gens passent directement du format disque au format dématérialisé. Ça aurait été donc une mauvaise stratégie. Prédire la date de l'obsolescence est compliqué, alors la programmer... Bref, obsolescence programmée, ça ne veut pas dire grand-chose. Ou plutôt, ça existe de manière très visible dans le cas des services. Quand on achète un abonnement, une assurance ou un titre de transport, ces derniers ne sont valables que jusqu'à une date précisément programmée. Quand on achète un billet de train, on achète un accès à un train. Eh bien cet accès peut toujours se faire les autres jours alors que le billet n'est plus valide. Le billet est obsolète et c'était programmé. C'est aussi le cas pour certains produits à usage unique, par exemple les emballages ou les antivols. Une fois l'achat effectué, l'emballage et son antivol seront rarement réutilisés et au mieux ils seront recyclés. Il y a de nouveaux modes de consommation qui permettent de réduire cette obsolescence et c'est très bien. Ok, c'est l'obsolescence programmée peut-être, mais c'est des cas mineurs. Alors, légalement, l'obsolescence programmée c'est autre chose. Il s'agit de l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit en augmentant le taux de remplacement. En gros, c'est les techniques d'une entreprise pour réduire la durée de vie d'un produit et pour que le client achète la même chose à nouveau. Je vous le donne dans le mille, ce n'est pas forcément de l'obsolescence, car la durée de vie d'un produit est baissée soit parce qu'il est obsolète, d'accord, soit parce qu'il est cassé ou dégradé. La loi a décidé de ratisser assez large, car au final, tout le monde le dit, on achète beaucoup trop. En fait, on dirait que les politiciens ont voulu placer les mots obsolescence programmée sans les comprendre dans le texte de loi. D'ailleurs, ils ne servent pas à grand chose ces mots dans la loi. Par contre, ils ont quand même bien fait parce que le peuple était content. Avec la définition qu'on a vue, on peut se dire que ça inclut aussi les emballages. Bah non, en fait, les emballages, c'est pas de l'obsolescence programmée au sens légal, parce que quand on achète un emballage, un produit avec un emballage, on n'a pas envie de racheter un emballage ensuite. Comme l'État s'amuse à donner une définition de l'obsolescence programmée, je vais moi-même en donner une avec un peu de recul. Il s'agit de la programmation de fin de vie des produits. C'est beaucoup plus neutre et autant ça peut être négatif, autant ça peut être positif. Bon, c'est bien beau, hein, mais j'ai regardé sur internet et à la télévision, on voit plein d'exemples pas du tout positifs. Pour tout dire, on comprend que c'est une stratégie commerciale. Alors on trouve plein de choses sur internet et je suis très rapidement tombé sur quelques exemples historiques, les bas nylons et les ampoules. Alors en fait, sur ces exemples, il semble y avoir assez peu de preuves, enfin autant de preuves que l'homme n'a jamais été sur la Lune. Oui, il s'agit bien de théories complotistes, rien de moins. Donc par exemple, on a cette ampoule qui dure depuis 100 ans. Quand je vois cette ampoule, elle éclaire peut-être depuis 100 ans, mais ne subit aucune usure d'allumage ou d'extinction. Aussi, en me renseignant un peu plus, j'ai vu que la physique du filament avait changé, et elle ne consomme plus que 4 watts sur les 60 watts originaux. Et elle éclaire 1000 fois moins qu'avant. C'est un peu comme ces bougies dont la mèche, réduite à son minimum, continue à faire une toute petite boule de feu dans la cire qui hésite à l'étouffer définitivement. Vu la faible flamme, la consommation est très lente, et cette dernière peut durer très très longtemps. Doit-on tout de même la considérer comme toujours fonctionnelle? Les histoires de collants, c'est une autre histoire d'obsolescence, mais pas programmée. C'est juste l'obsolescence d'un ancien modèle. Le principe d'un collant, c'est d'être fin et de coller à la peau. Eh bien, ils ont réussi à créer des collants plus fins. Par contre, plus fin signifie aussi donc un fil moins épais et un nombre de mailles plus élevé.
Comme le fil est plus fin, il est aussi forcément plus fragile. Et comme il y a plus de mailles, il y a aussi beaucoup plus de points de faiblesse. En somme, le tissu est beaucoup plus fragile. C'est comme ça, c'est la physique. Mais bon, est-ce que c'est le cas de tous les exemples? Eh bien non, en fait chaque exemple est analysé. Il est intéressant de démêler le vrai du faux. Et si ces derniers exemples sont complotistes et explicables relativement facilement, il existe beaucoup d'exemples médiatisés ou non, dont les conclusions seront très variées. Il va falloir faire ça en plusieurs vidéos, et dans la prochaine vidéo, nous verrons le cas des imprimantes jet d'encre.